de myélome multiple. Le rôle de cette cellule, le plasmocyte, ce plasmocyte, il a la capacité de synthétiser une composante monoclonale. Cette composante monoclonale, elle peut être soit sérique, soit urinaire. Du coup, dans le myélome multiple, classiquement, on trouve un pic monoclonal électrophorèse de protéines, mais dans certains cas, on trouve une hypogammaglobulinémie avec le passage de cette composante monoclonale. Au lieu qu'elle soit présente au niveau du sang, elle va traverser la barrière rénale pour se retrouver au niveau des urines. Donc, dans ces cas-là, on peut trouver une hypogamma avec une composante monoclonale urinaire. C'est pour ça, auparavant, on utilisait la protéinurie de Benz-Jones. Actuellement, on utilise directement les free light chains, ce sont les chaînes libres, les free light chains, qui ont une spécificité, on va dire, beaucoup plus importante par rapport à la monoclonalité urinaire qu'on cherchait par la protéinurie de Benz-Jones. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, parfait, très bien. Donc, pour la première question, c'est bon. On peut trouver une hypogammaglobulinémie dans le myélome multiple. C'est juste. Le mécanisme de la thrombopénie médicamenteuse, c'est un mécanisme qui est immunoallergique, c'est-à-dire c'est par la production des anticorps qui sont dirigés contre les glycoprotéines de la membrane plaquettaire. L'ATH qu'on appelle la thrombopénie induite par l'héparine, on a deux, la TIH1 et la TIH2. La TIH1, elle est précoce, c'est-à-dire elle apparaît généralement dans 2-3 jours après l'introduction de l'héparine, et le plus souvent, c'est une thrombopénie qui est modérée, qui est parfois asymptomatique. La TIH2, par contre, elle est beaucoup plus tardive, mais malheureusement, la thrombopénie est beaucoup plus profonde et la thrombopénie est beaucoup plus grave. Le mécanisme il est immunologique par la synthèse d'anticorps qui sont dirigés contre les glycoprotéines de la membrane. Et ceci est stimulé par la présence de l'héparine, le mécanisme immunoallergique. Alors, par quoi remplacer la protéinurie de Benz-Jones? Actuellement, c'est un examen qui est plus ou moins un petit peu, pas totalement dépassé, mais un petit peu dépassé par c'est ce qu'on appelle le free light chain. Ce sont des chaînes libres. Voilà, les free light chains, les chaînes légères libres. D'accord? C'est les chaînes légères libres. C'est un ratio entre les gènes kappa et lambda. Et le rapport, il a une spécificité vraiment très, très importante dans la détection de la protéine monoclonale, qu'elle soit plasmatique ou bien urinaire. Le mécanisme de l'hypercalcémie. Alors, le mécanisme de l'hypercalcémie, donc je vous ai parlé tout à l'heure de myélome multiple, le mécanisme A, la monoclonalité qui a comme point de départ la prolifération de plasmocytes qui sont à la base des lymphocytes B. Vous savez tous que le lymphocyte B, dans les stades de maturation, un stade ultime, il va donner le plasmocyte après le passage par le phénomène de switch isotopique, c'est-à-dire que la cellule aura la capacité de synthétiser un seul type d'immunoglobuline. C'est pour ça qu'on a une monoclonalité, soit la synthèse d'IgM, soit la synthèse, bon, IgM surtout dans la maladie de Waldenstrom, soit la synthèse de GGG, plus rarement des IgA, d'accord? Donc le plasmocyte, il synthétise à la fois des immunoglobulines et ce plasmocyte aussi, il a une activité osteoclastique très importante parce qu'il y a une tendance de prolifération au niveau de tissus osseux. Ces plasmocytes vont se retrouver le plus souvent au niveau des localisations osseuses, au niveau des os, notamment au niveau des os plats et des os longs, c'est-à-dire soit au niveau du crâne, au niveau du bassin, au niveau des os longs, l'humérus et le fémur, et ça donne, ça, on va dire, ça va augmenter l'activité ostéoclastique des ostéoclastes, et à partir de là, la destruction de tissus osseux et la libération de calcium. Donc, par ce mécanisme-là, on a ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Alors, la question suivante d'Arbukrim. L'intérêt de la microglobuline. Quelle microglobuline? J'ai pas compris la question. Quelle microglobuline? Ah, c'est la bêta-2 microglobulinémie, d'accord.
Ça, c'est pas dans le cadre de diagnostic, mais c'est beaucoup plus, c'est pour le bilan pronostic. Et ça fait partie de bilan pronostic de myélome multiple. On a l'albumine, le taux d'albumine, et on a le taux de bêta-2 microglobuline pour classer le stade de ce myélome multiple en stade 1, 2, 3. C'est juste pour la stratification de risque. C'est tout. La bêta-2 microglobuline, elle a un intérêt pronostic et pas diagnostic dans le myélome multiple. Les bilans qui ont un intérêt diagnostique dans le myélome multiple, c'est l'électrophorèse de protéines plasmatiques plus l'immunofixation plasmatique, la ponction de moelle à la recherche de plasmocytes, la recherche de la composante monoclonale soit sanguine par l'électrophorèse plus immunofixation, ou bien urinaire, soit bon par la benzose, ou bien par la recherche des chaînes libres, les flux light chain. C'est ça le bilan diagnostique. Le bilan diagnostique d'un myélome multiple fait deux grands volets. Le premier volet, c'est l'infiltration plasmocytaire. Le deuxième volet, c'est la composante monoclonale. Gardez les choses ainsi. Pour l'infiltration plasmocytaire, on fait la ponction de moelle ou parfois, dans certains cas, la biopsie ostéomédulaire afin de retrouver une plasmocytose médulaire supérieure à 10%, le plus souvent faite de plasmocytes dystrophiques. La deuxième, ou bien le deuxième volet à la recherche de la composante monoclonale. La composante monoclonale, elle peut être soit sérique, soit urinaire. Sérique, elle est recherchée par l'électrophorèse de protéines plasmatiques, plus l'immunofixation plasmatique, les flux light chain plasmatiques. La composante urinaire, elle peut être recherchée par le benzose et parfois même les flux light chain urinaires. Voilà. La bêta-2 microglobuline, par contre, elle a un intérêt pronostic et pas diagnostic. C'est-à-dire, après avoir posé le diagnostic, on va classer ce myélome multiple et il est à quel stade? On va dire le risque fatalité, le risque de progression, il est à combien? C'est beaucoup plus pour le pronostic. Taux de réussite d'autogreffe. Bon, la question, elle est vraiment vague. Pour la question d'autogreffe, c'est une question qui est vraiment très vague, les critères de réussite. Réussite dans quel sens? Réussite, c'est-à-dire que le malade va s'en sortir après la procédure d'autogreffe, c'est-à-dire zéro mortalité. Il faut savoir que la mortalité de l'autogreffe en général, lymphome plus myélome, elle est aux environs de 4%. Pour l'autogreffe myélome, je dirais que c'est l'autogreffe la plus facile à faire et dont le taux de mortalité avoisine 1%. Si vous voulez dire réussite de l'autogreffe dans ce sens, c'est-à-dire mortalité durant la procédure, ça c'est une question. D'autre part, il faut savoir que l'autogreffe induction, enfin le traitement, le gold standard dans le traitement de myélome multiple est une induction par la chimiothérapie. Généralement, on utilise des triplettes et maintenant des quadriplettes, c'est-à-dire l'association de 3 médicaments, voire même 4 médicaments. Après l'obtention de la réponse complète, la réponse partielle et la VGPR, c'est-à-dire Very Good réponse partielle, on peut proposer ce patient à un traitement de consolidation. Cette consolidation, c'est l'autogreffe. Après la procédure de l'autogreffe, on va proposer au patient un traitement d'entretien qui se fait généralement par le Revlimid ou parfois on peut utiliser le thalidomide comme traitement d'entretien. D'accord, Ahmed, je vais essayer. Je suis un peu rapide, oui, j'avoue. D'accord. Docteur, Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter le bilan diagnostic lentement, s'il vous plaît? d'accord, il n'y a aucun problème. Alors, le bilan Merci. diagnostic, il n'y a pas de problème. Pour le bilan diagnostic de myélome multiple, gardez les deux grands volets. باش ما يتلفولكمش. Dans le myélome multiple, sur la classification de l'IMWG, c'est, on va dire, la grande société savante qui gère tout ce qui est en relation avec le myélome. Elle a deux grands volets. Le vol, c'est l'infiltration plasmocytaire et le deuxième volet, c'est la composante monoclonale, la monoclonalité. L'infiltration plasmocytaire, elle est définie par une infiltration supérieure à 10%. Comment on va voir cette infiltration plasmocytaire? Par la réalisation de deux examens. Soit le myélogramme ou bien la ponction de moelle, où on fait l'étude cytologique
des plasmocytes, on va calculer à partir de 100 cellules. Généralement, la plasmocytose de myélome est supérieure à 10%. Et dans la majorité, c'est des plasmocytes dystrophiques. C'est quoi le terme dystrophique? C'est-à-dire que c'est des plasmocytes anormaux. C'est pas un plasmocyte qui a la morphologie normale, c'est un plasmocyte avec une morphologie anormale, soit avec des modifications au niveau du noyau, soit des modifications au niveau du cytoplasme, soit la présence d'inclusion cytoplasmique, soit la taille elle est vraiment très grande, soit la taille elle est vraiment trop petite. Ce sont des plasmocytes qui sont anormaux. Le deuxième moyen, on peut voir aussi ces plasmocytes, mais avec une précision beaucoup plus importante, c'est la biopsie ostéomédulaire. C'est un examen qui est fait sous anesthésie, bon, prémédication, sous anesthésie locale avec, et on retire une carotte. Ça permet une étude histologique de la moelle, on va dire une étude histologique. Ça permet de mettre en évidence l'infiltration plasmocytaire et aussi de faire l'immunohistochimie ou bien l'immunomarquage des plasmocytes. D'accord? Donc, on fait généralement le CD20, le CD38 et le CD138. Ce sont des marqueurs, le CD138 surtout, avec le CD20, qui sont des marqueurs plasmocytaires. Donc, ça permet de détecter cette infiltration plasmocytaire. Il faut savoir que les Américains utilisent la biopsie ostéomédulaire pour le diagnostic de myélome multiple. Par contre, les Français utilisent beaucoup plus la boîte. Donc, à la BIHA, il y a toujours un petit décalage. Le pourcentage de plasmocytes entre les deux grandes sociétés, ça vaut. Deuxième volet, c'est la composante monoclonale, c'est-à-dire la composante monoclonale soit sérique, soit urinaire. Pour la détecter, on utilise l'électrophorèse de protéines plasmatiques, généralement qui met en évidence un pic monoclonal. C'est quoi un pic monoclonal? C'est un pic avec une base étroite. Généralement, il est pointu, qui met safe. D'accord? Donc la localisation, c'est généralement au niveau de la zone gamma, mais ça peut être au niveau de la zone bêta 1, bêta 2, alpha 1, alpha 2, rarement. L'immunofixation permet de mettre en évidence quel type d'immunoglobuline est, on va dire, est responsable de cette maladie. Est-ce qu'il s'agit d'un myélome multiple à IgG? Bon, IgM, c'est vraiment exceptionnel, beaucoup plus l'apanage de la maladie de Waldenström, ou la IgA, ou la IgD, c'est vraiment très rare. Beaucoup plus, c'est IgD. D'accord? Et quel type de chaîne légère? Est-ce qu'il s'agit d'une chaîne légère kappa ou la lambda? D'accord? On complète par la recherche de cette monoclonalité ou de cette composante monoclonale. Elle peut être soit sanguine, sérique, soit urinaire. Sanguine, on la cherche par l'électrophorèse, par l'immunofixation et par les free light chains plasmatiques. Ce sont les chaînes libres, les chaînes légères libres, toujours j'ai du mal de la traduire en français. C'est les chaînes libres, free light chains. C'est les free light chains plasmatiques. Voilà. Donc sinon, on la cherche au niveau urinaire, soit par la protéinurise de benzoate, soit le calcul directement des free light chains urinaires. Ce sont les chaînes légères, libres, urinaires. C'est un examen qui se fait pas en Algérie, qui se fait en France. Généralement, les laboratoires privés qui l'envoient, c'est un examen qui coûte un peu cher. C'est pour ça, parfois, on est un petit peu mitigé pour le demander. Donc voilà. J'espère que vous avez bien saisi et que je suis allée lentement. Alors, dans le cas où on a des plasmocytes circulants, est-ce qu'on peut avoir un syndrome tumoral? Alors, les plasmocytes circulants, quand on a les plasmocytes circulants à partir d'un pourcentage bien précis, il me semble que c'est 20%, si je dis vrai, c'est une pathologie qui est vraiment rare, ce qu'on appelle la leucémie à plasmo. Et dans la leucémie à plasmo, oui, on peut trouver un syndrome tumoral, parce que c'est une leucémisation de la pathologie. Donc, c'est généralement tout le tableau clinique d'un myélome multiple. Et parfois, bon, ce syndrome tumoral, oui, on peut le trouver parce qu'il y a un envahissement assez important de la circulation sanguine. Donc, et ces plasmocytes peuvent se retrouver à n'importe quel endroit, y compris les ganglions, voire même des localisations. On peut avoir des plasmocytomes un peu partout. Le pronostic, il est assez réservé. Alors, pour la leucémie à plasmo, je viens de vérifier, c'est bien 20%.
de plasmocytes circulants. Donc, c'est la définition de la leucémie à plasmon par plus de myélome. La leucémie à plasmon, la chimiothérapie, généralement, elle est beaucoup plus agressive. On utilise le protocole PAT et le pronostic, il est beaucoup plus réservé. C'est une pathologie qui est vraiment rare. Moi, j'en ai vu, après, on va dire, 8 ans d'hématologie, 3 patients, 3 ou 4. Alors, pour la prochaine question, une anémie ferriprive, c'est une jeune fille de 29 ans qui a une paralysie bilatérale des cordes vocales, programmée dans quelques jours pour cordectomie au laser, dyspnéique, asthénique. Est-ce qu'il y a indication de transfusion? Et posée là, bien sûr, l'indication de la transfusion, c'est une indication clinique, ce n'est jamais biologique, ça je dis, je le répète. Il y a des gens qui tolèrent 6 grammes, 4 grammes, il y a des patients qui ne tolèrent même pas le 8 grammes. Généralement, bon, pour vous dire, l'anémie ferriprive, c'est une anémie qui est chronique, qui s'installe très progressivement et qui donne au tissu une capacité d'adaptation. C'est pour ça, généralement, dans l'anémie ferriprive, généralement, la symptomatologie clinique, il n'est pas très parlante. Et l'anémie, elle est généralement très bien tolérée jusqu'à des taux bas d'hémoglobine, jusqu'à 6 grammes, 5 grammes. Mais bon, là, si la patiente, elle est dyspnéique, bon, dyspnéique, c'est pas peut-être par rapport à la paralysie bilatérale des cordes vocales. Asthénique, d'accord. En plus, cette patiente va être opérée en urgence. On peut pas, intervenir, on va pas faire une intervention chirurgicale à 8 grammes d'hémoglobine. Donc, l'indication de transfusion, là, elle s'impose. Il faut minimum 10 grammes pour autoriser, pour que le réanimateur autorise les chirurgiens à commencer. Alors, la question là se répète, myélome IgG avec activité cryoglobuline. Là, sincèrement, il faut que je cherche parce que la cryoglobulinémie, c'est beaucoup plus avec des IgM. C'est ça, c'est les anticorps IgM qui donnent beaucoup plus tout ce qui est en rapport avec la cryoglobulinémie, tout ce qui est en rapport avec la cryoglobulinémie. Mais là, je dois le chercher, je vous donnerai la réponse. Honnêtement, là, vaguement, myélome IgG, activité cryoglobuline, je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolée. Je ne vais pas vous donner des informations juste pour les donner. Je t'en prie, une explication pour la protéinurie de Benjans. Oui, bien sûr, parce qu'il y a l'atteinte rénale dans le myélome multiple. La capacité de filtration des immunoglobulines est vraiment pas dépassée parce qu'il y a vous savez que le rein joue un rôle de barrière où il y a réabsorption de tous les anticorps, réabsorption de toutes les immunoglobulines dans la mesure de possible. L'atteinte rénale du myélome multiple, elle est vraiment multifactorielle, elle est secondaire à plusieurs mécanismes. D'une part, la déshydratation, deuxièmement, soit elle est liée à la déshydratation, soit elle est liée au dépôt des chaînes légères au niveau tubulaire, et ceci est responsable de la néphropathie myélomateuse. Cette néphropathie myélomateuse va altérer les capacités de réabsorption du rein, et à partir de là, on aura le passage de cette protéine monoclonale qui va traverser le filtre, où normalement elle doit être réabsorbée, et elle va se retrouver au niveau des urines. C'est dû à une altération de la barrière rénale. Voilà, une altération rénale due à la néphropathie myélomateuse. Alors, Ada, le myélome multiple avec deux pics monoclonaux, enfin j'en ai vu quelques-uns. Pour vous dire, logiquement et sur le plan physiologique, physiopathologique, c'est existant. Pour nous, c'est beaucoup plus un problème généralement, dans la majorité des cas, c'est un problème technique, c'est-à-dire lié à la technique de réalisation d'électrophorèse plasmatique. Et cette immunoglobuline, au lieu qu'elle est selon endroit, elle est déposée dans le premier, dans le deuxième endroit, on va dire dans 2 endroits différents. Les cas rarement où le cas peut être vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu sélection de 2 clans de plasmocytes, et ces 2 clans de plasmocytes malins qui sont en train de synthétiser, chacun, on va dire de son côté, une immunoglobuline différente. Donc du coup, on va se retrouver avec un myélome à 2 pics, c'est-à-dire c'est un myélome avec 2 clones. Ce type de myélome existe, mais il est vraiment très rare.
Mais on va dire, avant tout, avant de poser le diagnostic d'un myélome multiple à 2 pics, qui est vraiment très rare, il faut d'abord refaire l'électrophorèse de protéines plasmatiques chez quelqu'un qui s'y connaît, parce que généralement, c'est dû à un problème technique. Généralement. C'est lié beaucoup plus à la technique et l'immunoglobuline se pose au niveau de 2 endroits. Mais sinon, dans le cas réel de myélome multiple à 2 pics, comme je vous ai dit, qui a sélection de deux clones de plasmocytes malins. Et chaque clone de plasmocyte sécrète une immunoglobine qui est propre à lui. Parce que vous savez, le phénomène de switch isotypique, c'est la capacité de la cellule, quand elle va passer par ce switch, elle aura la capacité de synthétiser qu'un seul type d'immunoglobine. C'est une particularité, on va dire, elle est bloquée à ce niveau-là. Et elle est bloquée à ce niveau-là, donc c'est-à-dire, elle ne pourra synthétiser qu'un seul type d'immunoglobulines. Et là, si on a la sélection de 2 clones, on a 2 clones qui sécrètent pour chacun une immunoglobuline qui lui est propre, qui va être déposée dans un endroit différent, 2 endroits différents. Alors, on va reprendre... allô? Alors, pour le... Allô, Oui, vous oui, êtes c'est là? bon, je suis là. Donc, allô, c'est bon. Alors, pour la classification de Salmon et Dury, bon, j'ai une autre question. Le myélome multiple à chaîne légère, est-ce qu'on a une hyperprotéidémie? Alors, généralement, dans le myélome multiple à chaîne légère, la protéidémie, elle est généralement normale parce que les chaînes légères ont un très faible poids moléculaire. Donc, du coup, ça donne pas vraiment une hyperprotéidémie. Généralement, le taux de protéines est tout à fait normal. Pour la classification de Salmon et Dury, est-ce que celui qui a posé la question, est-ce qu'il peut me préciser un peu plus? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la classification? Il faut savoir que c'est une classification qui a tendance à être dépassée. On l'exclut. Je vais la reprendre maintenant avec vous. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la classification de Salmon et Dury? Alors, généralement, qui fait, on pense à un myélome multiple de chaîne légère. Généralement, on a tout le cortège de myélome, c'est-à-dire tout le cortège de myélome avec les douleurs osseuses, parfois même l'anémie. On a tout le cortège. Quand on pense là, on pense à un myélome multiple, un sujet âgé qui a des douleurs osseuses, par exemple, fracture pathologique, il a un syndrome inflammatoire, biologique, une VS accélérée, un taux de fibrinogène élevé, ou il vient consulter par une anémie le plus souvent normocytaire normochrome, un régénératif. D'accord? Et là, on commence notre exploration, surtout s'il y a présence de douleurs osseuses, vers la piste de myélome multiple. Pour aller vers la piste de myélome multiple, on va commencer par la réalisation d'électrophorèse et généralement la ponction de moelle. Il y a certaines équipes, les délocaux, je fais khadra, pour d'autres, ils font étape par étape. Moi, de ma part, je fais le myélogramme, parce que je peux le lire chez moi au service, 20 minutes, 30 minutes après, je peux avoir une idée sur le diagnostic pour m'orienter vers telle ou telle pathologie. Donc, tu fais ton myélogramme ou ta biopsie ostéomédulaire et tu trouves un envahissement plasmocytaire qui est conséquent et tu lances la suite de bilan de myélome. Et là, quand tu tombes, si tu as par exemple une plasmocytose médulaire et tu as une électrophorèse de protéines plasmatiques normale, c'est normal que c'est un peu troublant. C'est-à-dire qu'il y a une composante monoclonale, mais cette composante monoclonale, soit elle est sérique, soit elle est urinaire. Et la sérique, la l'électrophorèse de protéines, ça peut être que des chaînes légères libres. Donc, comment tu fais? Tu doses les chaînes légères libres, le free light chain. C'est un examen qui se fait dans des laboratoires spécialisés. Moi, personnellement, je connais pas la technique de réalisation de ce dosage très spécifique. Et on cherche les free light chains, c'est-à-dire les chaînes légères libres au niveau plasmatique. Et là, on a le rapport kappa-lambda et on a des particularités. Quand on a un rapport de l'un par rapport à l'autre assez important, on peut confirmer le diagnostic de la monoclonalité. Voilà pour le myélome à chaîne légère. Pour la classification de Salmon et Dury, donc je ne sais pas où est le problème. Pour le Salmon et Dury, il y a des critères selon lesquels on peut classer le patient stade 1, stade 2, stade 3.
il y a en fonction de taux d'hémoglobine. Si tu as un patient avec un taux d'hémoglobine supérieur à 10, donc il est classé au stade 1. S'il est inférieur à 8,5, s'il est classé au stade 3. S'il est entre les deux, il est classé, c'est-à-dire stade 2. La calcémie, si le patient il a une calcémie, on va dire normale, c'est-à-dire inférieure à 100 mg, bon, selon les écoles, quand il goûte plus de 95, c'est une hypercalcémie. Pour d'autres, plus de 100, c'est une hypercalcémie. D'accord? Soit supérieure à 120. Entre les deux, c'est le stade 2. Salmoédurie est basée aussi sur la radiographie standard, c'est-à-dire soit on n'a pas de lyse osseuse, c'est-à-dire on a une radiographie standard tout à fait normale, ou bien on a la présence d'une seule lésion osseuse, c'est-à-dire une seule lacune osseuse. Vous avez la description, la sémiologie de l'atteinte osseuse du myélome multiple. Ce sont des géodes, ce sont des zones, c'est des clartés, c'est-à-dire c'est des zones, c'est des clartés qui sont bien circonscrites, on dit à l'emporte-pièce, et sans liseré d'ostéocondensation. C'est ça la description sémiologique des lésions de myélome multiple. Si les lésions, je vois là, c'est-à-dire la localisation préférée de cette atteinte osseuse, c'est au niveau du crâne, au niveau du bassin, au niveau des os longs. Et au niveau du crâne, si les lésions sont vraiment très multiples et très importantes, on peut trouver carrément un aspect de crâne moucheté. Vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez voir des images. D'accord? Et aussi en fonction de type d'immunoglobuline, donc IgG, IgA, le dosage des immunoglobulines, et en fonction aussi de la protéinurie de Benjans. Donc pour la personne qui a posé la question, la classification salmon et du riz, je ne sais pas où est le problème. S'il y a présence de stade 3, c'est-à-dire l'hémoglobine inférieure à 8,5, hypercalcémie, lésion osseuse multiple supérieure à 3, égale à 3, les IgG supérieur à 70 et Benjans supérieur à 12, s'il y a présence d'un seul critère NHADO, le malade passe à un stade 3. D'accord? Donc, un seul suffit pour le passage au stade 3. Il faut savoir que c'est une classification qui a été complètement abandonnée. On ne fait plus actuellement le dosage pondéral des immunoglobulines. A dit, ça y est, et Benjans, prochainement, bye bye. Et la radiographie standard a été complètement remplacée par l'IRM parce que il y a des patients qui sont asymptomatiques et chez qui on fait une IRM osseuse et on trouve des lésions osseuses multiples. Donc, ce n'est plus la classification retenue actuellement. Alors, le taux d'albumine, c'est-à-dire le taux d'albumine. Le taux d'albumine n'a rien à voir, hein. Tu peux avoir un taux d'albumine normal, comme tu peux avoir un taux d'albumine bas. L'albumine, vous savez tous que l'albumine, c'est une protéine synthétisée par le foie. Donc là, il n'y a aucune relation. Alors, les paramètres de l'ISS révisés. D'accord. Donc, vous avez l'ISS déjà. L'ISS, elle est en fonction de taux de bêta-2 microglobuline et en fonction de taux d'albumine. D'accord. Donc, bêta-2 microglobuline pour le bilan pronostic avec 3 stades, le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Pour l'ISS révisé, plus de ça, ZO LDH, ZO le taux d'LDH, taux des hydrogénases sphériques. Ils ont ajouté le karyotype. D'accord? À certaines anomalies au karyotype qui sont à très haut risque, on va dire, qui sont à très haut risque, notamment à la délétion 17P, qui est vraiment à très haut risque. Et les patients qui ont généralement cette anomalie, la 17P ou bien la P53, P53 c'est la traduction moléculaire, 17P c'est la traduction cytogénétique. Les cytogénétiques, le karyotype plus FISH, c'est l'immunofluorescence, d'accord? Donc, les anomalies cytogénétiques de haut, avec un pronostic assez réservé, sont surtout la délétion 17P. Donc, l'ISS révisé, vous avez en plus des critères de l'ISS, les microglobuline et l'albumine, vous avez le taux d'LDH et vous avez le karyotype, la cytogénétique karyotype complété plus fiche. D'accord? Vous avez le stade 1, c'est ISS1 avec absence de 17P et l'absence de la translocation 4-14 qui est de mauvais pronostic.
et l'absence de translocation 14-16, qui est aussi de mauvais pronostic, avec un taux d'LDH normal. Le stade 3, c'est-à-dire soit des signes d'ISS 3, c'est-à-dire bêta 2 supérieur à 5,5 avec un taux d'albumine bas, inférieur à 35, plus des critères cytogénétiques de haut risque, principalement la 17P, mais on peut trouver aussi la 414 et la translocation 14-16. Voilà, c'était pour la question de Mayasu. Pour la prochaine question, le plasmacytome solitaire, leucémie à plasmo, maladie d'échelle légère, d'échelle lourde, amylose AL, est-ce qu'ils sont des diagnostics différentiels ou bien des formes cliniques de myélome multiple? Alors, le plasmacytome solitaire, il peut être considéré comme, pourquoi les LDH? Bon, je vais aller question par question. Les LDH, vous savez que c'est un facteur de mauvais pronostic. Ça témoigne de la masse tumorale. Il est utilisé dans la plupart des syndromes lymphoprolifératifs. Le lymphome B grand cellule, il est utilisé dans le score de l'EPI. Le myélome multiple a été introduit récemment dans la classification d'ISS révisée. Voilà, ça témoigne de la masse tumorale. Alors, je reviens sur la question de Saline Kous. Le plasmocytome solitaire peut être une forme clinique. Pourquoi plasmocytome solitaire? Plasmocytome solitaire, la composante monoclonale, elle n'existe pas au niveau médulaire. C'est-à-dire, vous faites un myélogramme, vous le trouvez normal. Vous faites une biopsie ostéomodulaire, vous pouvez la trouver normale. Vous faites vous avez une masse, une excroissance, soit osseuse, soit parfois musculaire, quelle que soit sa localisation. Vous faites la biopsie et vous tombez sur une prolifération plasmocytaire. Quand vous êtes devant une prolifération histologique plasmocytaire, vous êtes obligé d'éliminer un myélome multiple en faisant tous les autres examens complémentaires. C'est-à-dire, vous cherchez obligatoirement une composante monoclonale. Comment chercher cette composante monoclonale? Il faut faire l'électrophorèse de protéines plasmatiques, l'immunofixation, les free light chains, compléter le bilan radiographique complet, c'est-à-dire radiographie du crâne face plus profil, radio du bassin, radio des deux fémurs, radio des deux humérus et la radio du rachis cervico-thoraco-abdominal, face et profil. Vous cherchez une lise osseuse. Si vous avez la composante monoclonale histologique plus une composante monoclonale, ce n'est plus un plasmocytome solitaire. La définition d'un plasmocytome solitaire, c'est une prolifération plasmocytaire en absence de toute composante monoclonale. Gardez ça bien en tête. D'accord? La leucémie à plasmo, par contre, c'est une complication de myélome multiple. Le myélome multiple, parfois après plusieurs années d'évolution, après échappement thérapeutique, il y a un passage dans la circulation sanguine de plasmocytes malins et qui est responsable de la leucémie à plasmo. Et comme je vous ai dit, le pronostic est assez sévère. La maladie de Chaine lourde, non. La maladie de Chaine lourde, c'est un diagnostic différentiel. L'amylose AL, ça peut être une complication de myélome, ça peut être un diagnostic différentiel carrément, parce qu'on peut avoir des amyloses AL sans aucun myélome multiple associé, juste l'infiltration de la chaîne des chaînes légères au niveau d'un organe, mais sans aucune atteinte médulaire. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc, je répète, plasmocytome solitaire, c'est une forme clinique. Leucémie à plasmo, c'est une complication. Maladie de chaîne lourde, c'est un diagnostic différentiel parce que c'est beaucoup plus astro. C'est des chaînes lourdes au niveau de tube digestif généralement. L'amylose AL, ça peut être soit une complication, soit un diagnostic différentiel dans le cas de l'amylose pure, c'est-à-dire qui ne complique pas un myélome. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pardon, j'ai eu un appel de l'hôpital, restez avec moi. Allô? Allô, oui, Naïssa, bonjour. Ça va très bien. Et toi, ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Eh? 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 Faites ça et tu mets Doxo, il n'y a pas de problème.
Non, 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 non. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Y a pas... J'ouvre la règle de 3 pour convertir de la rébido à la doxo, parce que la rébido, elle a la rupture. J'ouvre la lettre de 3. Ça veut dire que la lettre de, c'est 30 milligrammes. Eh, d'accord. Allez. Alors, c'est une petite dose, c'est rien du tout. Ça, il n'y a aucun problème. Et ça, il n'y a pas de problème. Ça, au revoir. Alors, désolé, bon, l'anémie par carence martiale, les anémies peuvent être macrocytaires. Alors, l'anémie par carence martiale, elle n'est jamais macrocytaire. L'anémie par carence martiale, il faut garder ça très bien en tête. C'est une anémie microcytaire, hypochrome régénérative. Alors, dommage comme les micros, on sait comme pourquoi elle est microcytaire. Parce que la question, je la pose toujours au cours de 4e année et enfin, très peu d'étudiants peuvent répondre. Alors, donc, pourquoi microcytaire? Il faut savoir que le signal stop de division cellulaire, bon, on va répéter un petit peu, ça va prendre un peu de temps. Vous savez que le globule rouge méningique, l'origine, la cellule mère de ce globule rouge, c'est un érythroblaste. L'érythroblaste, c'est une cellule qui existe au niveau de la moelle. Ça passe par plusieurs stades. À partir de pro-érythroblaste jusqu'au stade de réticulocyte, on a 4 mitoses et à partir de là, on a 16 cellules qui arrivent. D'accord? Il faut savoir qu'il y a un signal stop, le corps humain, qui est un signal stop de division cellulaire. C'est quoi ce signal stop? Le signal stop, c'est le fait d'atteindre une concentration corpusculaire d'hémoglobine environ de 32%, 33-32%. Quand l'hémoglobine, la quantité d'hémoglobine synthétisée au niveau du globule rouge atteigne le pourcentage de 32%, تحبس la mitose cellulaire, quel que soit le stade اللي نكونوا فيه. Donc, du coup, je te ferme pourquoi dans l'anémie microcytaire, on a une anémie, plutôt dans l'anémie féréprive, on a une anémie microcytaire. Par contre, dans l'anémie par carence en facteur antipernique, c'est-à-dire B12 ou le B9, on a une anémie macrocytaire. Jamais mettre ma binatou. Donc, je répète, l'anémie, on a le signal stop de division cellulaire, c'est-à-dire le corps humain, c'est pas le corps, il est quand, mais la cellule, elle est programmée ainsi. C'est-à-dire, qui autour la concentration l'hémoglobine à l'intérieur de la cellule, à 32%, la mitose تحبس. Le stade où on s'en fout. Qu'on a le stade de شوية قبل, on s'en fout. Alors, quand on a un manque de fer, vous savez que le fer, il rentre dans la synthèse de cytoplasme et pas dans le noyau. D'accord? Donc, et vous savez que la synthèse dans le cytoplasme, l'hémoglobine, elle est synthétisée, le fer, enfin, je dis n'importe quoi. Le fer, il fait partie de la synthèse, de l'hémoglobine, d'accord? L'hémoglobine, voilà, ce cytoplasme, parce que l'hémoglobine est au début un pigment cytoplasmique, le globule rouge, c'est un sac rempli d'hémoglobine, et pas dans la synthèse de noyau. Donc, quand on a un manque de fer, c'est-à-dire qu'on a un manque de synthèse d'hémoglobine. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que la cellule, elle a du mal à synthétiser l'hémoglobine. Donc, la cellule, synthétise l'hémoglobine, et pour atteindre le 32%, c'est impossible parce que la quantité, et si on va imaginer la chose, on va imaginer qui m'a le globule rouge qui m'a top fait نقطة تاع hémoglobine. Donc la cellule, elle pourra jamais arrêter les mitoses. Comment elle va faire? Elle va faire plusieurs mitoses. Et la cellule, au lieu de faire 4 mitoses pour donner un globule rouge, elle va faire parfois 16 mitoses et on va se retrouver avec un globule rouge qui est très petit. La seule condition, c'est que la concentration corpusculaire moyenne d'hémoglobine, elle est de 32%. Donc, à la concentration qui nous interprète la formule, il faut jamais la prendre en considération. Qu'est-ce qu'on prend en considération? On prend la teneur. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, elle a beaucoup plus à la chromie et pas la concentration. Parce que la concentration, elle est généralement fixe parce que le signal stop de l'arrêt de mitose, c'est le fait d'atteindre à 32% d'hémoglobine qui va représenter 32% de la masse du globule rouge. Voilà, donc il y a toujours l'anémie féréprive. Donc l'anémie féréprive, elle est microcytaire.
Elle est hypochrome, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de fer. Et elle est arogénérative parce que c'est une anémie qui est centrale, c'est-à-dire qu'il y a un problème de synthèse d'hémoglobine, la source. Il n'y a pas assez de fer pour synthétiser, donc c'est une anémie qui est microcytaire hypochrome arogénérative. Alors les thalassémies, qui m'a dit les thalassémies, qui a une thalassémie, qui a une bzaf, qui a la bêta-thalassémie, qui a la drépanocytose, qui a la bêta-thalassémie, je dis n'importe quoi, pardon, hein. La thalassémie, il y a la bêta-thalassémie, il y a la alpha-thalassémie. Donc d'abord pour la bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie, c'est une anémie qui est microcytaire, d'accord? Elle est microcytaire hypochrome, mais la hypochrome, parfois normochrome, la différence qu'elle est régénérative parce que c'est une anémie où il y a une destruction périphérique massive, donc il y a une hyperrégénération. Par contre, il faut savoir que cette anémie, elle est généralement microcytaire, elle peut être normocytaire par carence en acide folique associé, parce qu'à la longue, quand on a une hémolyse qui fait plusieurs mois, plusieurs années, ça va épuiser l'acide folique, surtout si le patient n'est pas supplémenté. Donc, au lieu qu'elle soit microcytaire, elle va se transformer, il y aura quelques macrocytes qui vont être formés, donc elle va se transformer en anémie normocytaire, mais qui est régénérative. Donc ça, on a posé, voilà. Donc là, la question, c'est bon. J'ai répondu à cette question. La deuxième question, classification de Ann Arbor, l'atteinte d'un seul ganglion, d'une seule aire de l'air, veut dire une seule adénopathie, pas forcément. Alors, la classification de Ann Arbor, l'aire ganglionnaire, par exemple, on a l'aire cervicale. Tu vas me dire cervicale, l'aire cervicale, d'accord? Donc, l'aire cervicale, par exemple, on peut avoir soit une adénopathie cervicale, ou une adénopathie cervicale droite, par exemple, ou la un magma d'adénopathie cervicale droite, on va la comptabiliser de la même façon. C'est une seule aire ganglionnaire qui est touchée. Cervical droit, l'aire cervicale droite, c'est une aire, cervicale gauche, aire, susclave droit, susclave gauche, axillaire droit, axillaire gauche, inguinal droit, inguinal gauche. Ce n'est pas comme la classification de Binet où l'aire, elle est bilatérale. D'accord? Binet, LLC. Donc, aire ganglionnaire ou une seule adénopathie, on va le comptabiliser de la même façon. Si elle est unilatérale, bien sûr. Si on a par exemple une adénopathie cervicale droite plus une adénopathie cervicale gauche, نحسبوها deux aires ganglionnaires ماشي غير واحدة. D'accord? Territoire ou pas une seule adénopathie. Je n'ai pas compris la question. L'aire cervicale est comptabilisée parce que les adénopathies cervicales, on a les adénopathies cervicales supérieures, on a moyenne et inférieure. Et si on va comptabiliser directement l'aire cervicale. Si on a une adénopathie cervicale haute droite, moyenne droite et inférieure droite, elle est considérée comme l'aire cervicale droite. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, dans les syndromes hémorragiques, dans les syndromes hémorragiques, il y a deux volets. Il y a le syndrome hémorragique aigu, il y a le syndrome hémorragique chronique. D'accord? Dans le syndrome hémorragique chronique, c'est une déperdition sanguine qui est chronique, qui va évoluer sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc, c'est quoi le mécanisme physiopathologique? On aura une déperdition de fer, et à partir de la déperdition de fer, on va tomber dans l'anémie fériprive. Et l'anémie fériprive, elle est comment? Elle est microcytaire, hypochrome, arogénérative. Le deuxième volet, c'est l'hémorragie aiguë, c'est-à-dire c'est une hémorragie qui évolue depuis quelques jours, voire quelques jours, généralement une semaine maximum. Et là, c'est une anémie qui est normocytaire, parfois légèrement macrocytaire, normochrome, et elle est régénérative. Pourquoi vous me dites là, vous allez me poser la question, pourquoi normocytaire et pourquoi macrocytaire? Elle peut être normocytaire, bon c'est normal parce qu'il n'y a pas
une carence en acide, en fer ou là en acide folique ou n'importe quel autre mécanisme qui pourrait donner la microcytose ou là la macrocytose. Donc c'est une anémie qui est normocytaire. Pourquoi parfois macrocytaire? Quand on a une hémorragie assez importante, assez aiguë, on a une grande stimulation de la moelle par la synthèse de l'érythropoïétine. Vous savez que c'est comme l'hormone de croissance à l'anémie érythrocytaire, c'est l'érythropoïétine. Elle est synthétisée principalement par le rein, par l'appareil juxtaglomérulaire et accessoirement par le foie. Donc, cette érythropoïétine va stimuler la moelle, va booster la moelle et la moelle va commencer à travailler d'une façon très, très rapide et à synthétiser beaucoup de globules pour essayer de synthétiser beaucoup de globules rouges. Et pour essayer de compenser rapidement, les réticulocytes vont sortir très précocement. Et on va se retrouver avec beaucoup de réticulocytes dans la circulation sanguine. Et quand vous savez que le réticulocyte a un gain par rapport à la taille du globule rouge par rapport à 10%. Le réticulocyte il est plus grand que le globule rouge par à peu près 10%. 10% suit un petit peu que Bélalé. Donc du coup, le taux de réticulocytes circulant va être très important. Et parce que vous savez que pour dire normocytaire, c'est le volume globulaire moyen, c'est le volume globulaire de tous les globules divisé par le nombre de globules rouges. Donc pour avoir le volume globulaire moyen. Donc si on va prendre la moyenne, on peut tomber sur une tendance macrocytaire. Mais toujours en homochrome et régénératif, c'est très important pour faire la part des choses. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mayasu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il nous reste 6 minutes, je pense. J'espère que j'ai été bénéfique pour vous. Je sais là que c'est pas évident de venir eltijalienne sans aucune préparation. Parfois, il y a certaines questions théoriques où je devrais quand même préparer un petit peu. Alors, pour vous parler de purpura thrombopénique idiopathique. Parfait. Donc, alors, le purpura thrombopénique idiopathique, bon, l'appellation, elle est un petit peu dépassée. Il y a 2 ans de l'OHA où j'ai le purpura parce que le purpura n'est pas obligatoire. Donc, on parle maintenant de thrombopénie idiopathique. C'est beaucoup plus thrombopénie idiopathique. Mais si on va parler, on va garder le PTI malais, purpura thrombopénique auto-humain idiopathique, c'est PTI. Il faut savoir que le purpura thrombopénique auto-humain idiopathique suit 2 grands volets. Si on va prendre cela, enfin parler un petit peu globalement, comme le mot purpura, et vous avez le mot thrombopénie. Donc pour le purpura, vous savez que c'est un syndrome hémorragique. Il faut savoir que le purpura, c'est un syndrome hémorragique qui est dû à l'extravasation du sang à l'intérieur généralement des parties supérieures de la peau, soit au niveau des muqueuses, soit au niveau de la peau. Il faut savoir que le purpura peut être soit cutané, soit muqueux, voire même intraviscéral. Donc le cutané, généralement, on a le purpura pétichial. Les pétichies, ce sont des taches punctiformes en tête d'épingle. La couleur, elle est rouge violacée. C'est des taches qui ne s'effacent pas à la vitropression. D'accord. Ça, c'est le purpura pétichial. Sinon, ça peut être des vibicées. Les vibicées, ce sont des stries au niveau des zones de friction, c'est-à-dire au niveau des coudes, généralement, au niveau des genoux. Bon, je répète juste un truc pour le purpura pétichial. Les taches punctiformes, la localisation, on va dire, topographique, préférentielle, c'est les régions déclives, parce que c'est des questions qui sont très fréquentes dans les QCM. C'est les régions déclives, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure des jambes le plus souvent. Les vibicées, c'est au niveau des zones de friction, c'est-à-dire au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des coudes. Voilà, donc c'est le purpura cutané, soit pétichial, soit échymotique, soit vibicé. Échymose, généralement les échymoses, c'est la confluence de plusieurs pétichies entre elles. Ce sont des plaques qui sont d'abord foncées, par la suite bleutées, par la suite la couleur va changer, ça va devenir verdâtre, par la suite jaunâtre, pour la disparition complète au bout de quelques jours. Voilà. Donc, le purpura, il peut être aussi muqueux. Le saignement muqueux, ça peut être l'épistaxie généralement, gingivorragie. On peut trouver des bulles endobuccales qui ont généralement un critère, qui sont considérés comme un critère de gravité. Vous avez un patient qui saigne de la bouche avec des gingivorragies ou là des bulles endobuccales. C'est généralement des critères de mauvais pronostic. Le purpura, il peut être aussi
intraviscéral et surtout intracérébral et intrarétinien. C'est pour ça l'examen de fond d'œil il est systématique chez les patients qui font une thrombopénie à la recherche de saignement rétinien, d'hémorragie rétinienne. L'hémorragie rétinienne précède le plus souvent l'hémorragie cérébrale. Donc, si on a une hémorragie rétinienne, il faut faire très attention, soit faire un scanner le patient, évidemment, si on peut, et le prendre en charge le plus tôt possible. Donc, là, le purpura. Deuxièmement, thrombopénie. Thrombopénie, elle se définit par une diminution de taux de plaquettes inférieur à 150 000 éléments par millimètre au cube pour vous, pour la préparation de l'examen, parce que le taux de plaquettes normal, il est entre 150 000 et 450 000. Pour moi, hémato, un PTI, c'est à partir d'un taux inférieur à 100 000, parce qu'il y a d'abord la pseudothrombopénie méditerranéenne. Nous, dans le bassin méditerranéen, on a des chiffres de plaquettes qui se retrouvent entre 100 000 et 150 000. Donc, si vous allez vous trouver un jour avec un taux de 120 000, c'est tout à fait normal. On regarde dans le bassin méditerranéen, d'une part parce qu'on a des grosses plaquettes et des coulters, c'est-à-dire les appareils de la formule, vont les comptabiliser parfois pour des globules blancs, des petits lymphocytes, mais ils des plaquettes. Donc, du coup, le chiffre des plaquettes, parfois, il range un petit peu inférieur à 150 000. Donc, ça, c'est en termes de la thrombopénie. Pourquoi auto-humain? Auto-humain, la thrombopénie, elle est due à la présence des auto-anticorps qui sont dirigés contre les glycoprotéines de la membrane plaquettaire. Idiopathique, pourquoi? Parce que le bilan immunologique, enfin étiologique, est négatif. Parce que quand vous savez, le PTI, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire exclusion, il faut écarter toutes les autres causes de la thrombopénie pour pouvoir poser le diagnostic de PTI. Quelles sont les autres causes? On a plusieurs causes. On a premièrement la thrombopénie par consommation. Consommation, généralement, la première étiologie, c'est la CIVD, ou bien la coagulation intravasculaire disséminée. Pour ça, il faut d'abord cliniquement la cartographie de syndrome hémorragique. Vous savez que le syndrome hémorragique de la CIVD, il est en carte géographique et maharitat al-alam. C'est un saignement qui est en carte géographique carrément. Et le bilan d'hémostase, il est perturbé, c'est-à-dire le TP, il est effondré, le TCA, il est allongé, plus de 10 secondes par rapport au témoin, le fibrinogène est effondré, les facteurs de coagulation, GAR complet, séborum ABC, avec les complexes solubles qui sont vraiment positifs. D'accord? Les produits de dégradation de fibrine aussi qui sont élevés. Ça, c'est la première pathologie de consommation. Il y a d'autres pathologies de consommation, c'est assez spécialisé. Soit une anomalie de dilution. Dilution, c'est-à-dire soit c'est un patient qui a été hospitalisé auparavant, qui a été hyperhydraté d'une façon massive, où là, il a reçu une transfusion assez massive qui va baisser son taux de plaquettes. D'accord? Soit c'est un patient qui a été opéré du cœur sous CEC, donc là, c'est des situations où on a des anomalies de distribution, on peut trouver des thrombopénies. Ou une autre situation, c'est la situation de la splénomégalie, où il y a aussi une anomalie de la distribution, où on se retrouve avec une thrombopénie. L'autre étiologie, c'est les étiologies infectieuses. Il faut savoir que toutes les infections peuvent donner des thrombopénies. Toutes les septicémies peuvent donner des thrombopénies, parce qu'il y a des anticorps. On va dire il y a certains antigènes bactériens qui vont stimuler les anticorps. Ils ont un petit peu, ils peuvent mimer quelques glycoprotéines plaquettaires, vont déclencher la réaction immunitaire et ces anticorps qui vont attaquer les bactéries, enfin les agents pathogènes peuvent aussi attaquer même les glycoprotéines de la paroi. Et ça peut donner des thrombopénies. Et ça, on peut le trouver dans les infections bactériennes, comme on peut le trouver même dans des infections virales. Ça, toutes les pathologies infectieuses peuvent donner des thrombopénies. Donc, les sérologies sont obligatoires. La CRP, elle est obligatoire à la recherche d'un foyer infectieux. Et les sérologies, les 3H avec PHAVDRL, ils sont obligatoires. Dernière étiologie, c'est plutôt l'avant-dernière, c'est le mécanisme immunoallergique, c'est-à-dire la prise médicamenteuse. Il faut savoir que tous les médicaments peuvent donner des thrombopénies. C'est une thrombopénie d'installation brutale. Il faut chercher systématiquement dans l'interrogatoire est-ce qu'il y a une notion d'introduction récente d'un médicament, soit un antibiotique, soit autre, parce que tous les médicaments peuvent être incriminés. Il y a certains qui mettent par exemple les sulfamides hypoglycémiants qui donnent beaucoup de thrombopénie, mais bon, les autres aussi peuvent donner. D'accord? Il y a aussi la phytothérapie, la choupe. Si un patient il a pris un truc dans les 10 jours qui ont précédé l'apparition de syndrome hémorragique, il faut penser à cette piste, la phytothérapie par mécanisme aussi immunoallergique.
Encore dernière étiologie, c'est l'étiologie immunologique, enfin les pathologies auto-immunes. C'est pour ça, dans la pathologie auto-immune, donc il faut un bilan immunologique qui est systématique, notamment les FAN, les ENA. Il faut, les APL, surtout chez les femmes à partir de 30 ans, s'il y a eu surtout des antécédents d'avortement à répétition, moi je les demande systématiquement et en fonction de ça, je complète. Donc c'est tout ce bilan immunologique qui est négatif. Naqbel kano on dosait les anticorps antiplaquetaires, mais ce n'est pas du tout un examen, on va dire, qui est pris en considération actuellement dans les dernières recommandations dans le diagnostic de PTI. C'est surtout un diagnostic d'exclusion. Il faut savoir que le PTI peut précéder une autre pathologie de plusieurs années. On a des malades qui ont traîné, enfin pas traîné, mais qui ont été suivis chez nous, comme PTI, splénectomisé, tout le tralalalala. Après 5 ans, on refait le bilan immunologique, on tape sur un lupus. Alors que le bilan immunologique était tout à fait négatif. Donc il faut savoir que même la thrombopénie, elle peut précéder une maladie, soit auto-immune, soit une maladie néoplasique, malheureusement parfois. Donc si on a tout ce bilan, il est négatif. Donc du coup là, on va poser le diagnostic de PTI. Quand on pose le diagnostic de PTI, il faut d'abord scorer évaluer la gravité de ce PTI. Est-ce qu'il s'agit d'une forme grave qui nécessite hospitalisation ou là d'une forme qui n'est pas grave et qui ne nécessite pas l'hospitalisation? Sur quels critères? C'est en fonction de l'étendue et la gravité de syndrome hémorragique, c'est-à-dire de saignement. Pour ça, il y a un score très spécial qu'on appelle le score de Khalef. C'est un monsieur juif qui fait ce score. Et genre, par exemple, gingivorragie, avec 2 points. Bulle endobuccale, il a 4 points. Et à partir de 8 points, c'est une indication d'hospitalisation, c'est une indication de traitement un petit peu, d'une recommandation thérapeutique assez spéciale. Donc, pour les scores, par exemple, élevés, c'est des patients qu'on va mettre sous immunoglobuline polyvalente à raison parfois de 1 gramme par kilo, la par kilo si on n'a pas trop les moyens dans l'hôpital au travail, ou l'utilisation des bolus de corticoïdes à raison de 15 mg par kilo, généralement aux alentours de 1 gramme à faire passer sur 1h30. Si par contre le score hémorragique il est faible, il est inférieur à 8, c'est-à-dire un patient ou une patiente, généralement c'est des femmes, qui vient avec un fin purpura péticiel au niveau des membres inférieurs. Donc pour cette patiente, on va directement mettre des corticoïdes à 1 mg par kilo. Donc il y a premier palier thérapeutique, ce sont les corticoïdes. Deuxième palier thérapeutique, c'est l'utilisation de la chimiothérapie, le MabThera, le rituximab. C'est un anti-CD20. CD20, c'est la caractéristique de lymphocyte B. On va essayer de détruire ces lymphocytes B qui sont responsables de la fabrication de ces auto-anticorps. Donc le MabThera, il est en deuxième ligne. Si ça marche pas, on peut faire une splénectomie. Vous savez que la rate, c'est le cimetière de tous les globules. Donc, en faisant la splénectomie, parfois on améliore, parfois, dans 70%, c'est pas parfois, c'est dans 70%, on améliore le taux de plaquettes. Dans 70%, on a une rémission. Mais par contre, le risque de rechute reste assez conséquent dans la deuxième année qui suit. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait assez le tour sur le PTI. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que ساعدكم je pense que donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on va clôturer. Bon, je sais pas. Je vous en prie, merci à vous, merci d'être là. Inch'Allah, Inch'Allah ya Rabbi. Et j'espère qu'on va faire une autre séance. Bon, à vous de voir en fonction de si vous avez des thèmes. Que la prochaine fois, on essaiera de s'organiser par thème, c'est beaucoup mieux. Si vous avez des difficultés dans certains cours pour votre préparation, je suis là. Donc là, j'ai répondu à ta question par rapport au PTI, ça va? C'est plus clair pour toi? Ça marche. Oui, on va s'organiser par thème. Et profitez bien, il faut beaucoup réviser parce que la période de